Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. L'âge de retraite, de départ, que vous dit le Premier ministre? Il nous dit que la question de l'âge, elle est sur la table. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un vent de révolte. Travailler jusqu'à 64 ans, pour moi, c'est pas possible. J'ai commencé à 16 ans, donc... Pas content. Je sens que je vais craquer. Et moi, je sens que je vais devenir fou. Et le déficit du système de retraite devrait atteindre donc entre 14 et 15 milliards d'euros d'ici 10 ans selon la Cour des comptes. Situation préoccupante, estiment les sages, même si c'est beaucoup moins que les 55 milliards avancés par le Premier ministre. Alors parlons vrai, est-ce que nous payons aujourd'hui la lâcheté de la classe politique qui n'a pas fait une réforme des retraites finale, une grosse réforme des retraites? Et à cette question, pour arriver à payer les retraites, faut-il remettre en cause le système par répartition? Vous dites non à 55%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Notre invité, Arthur Delaporte, député du Calvados, secrétaire national du PS au travail et à l'emploi et porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Monsieur le député, merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. J'admets bien volontiers le point de vue de monsieur le député quand il estime que l'évaluation de la Cour des comptes a battu en brèche, évidemment, ce qu'avait annoncé le Premier ministre sur les 55 milliards. Il n'empêche, me semble-t-il, et encore une fois, je ne suis pas obsédé par les retraites et pas le plus grand spécialiste de celles-ci. Il me semble tout de même que dans le passé, entre la volonté de faire passer à tout prix la loi, elle est passée, on connaît les conditions, et la volonté de l'éradiquer totalement, le Premier ministre tout de même a mis en œuvre un processus dont j'attends beaucoup. C'est-à-dire qu'il a mis en œuvre ce qui peut-être aurait dû être fait d'emblée, réunir tous les gens qui ont leur mot à dire pour 1000 raisons sur ce sujet et les laisser s'entendre à partir d'un constat indiscutable. Et il me semble que sur ce plan-là, on ne peut qu'attendre le meilleur de la réunion qui se poursuit. La parole est au syndicaliste Joseph Touvenel. Je suis entièrement d'accord avec Philippe, sauf que moi, j'ai pas lu ce qu'écrit la Cour des comptes. Par contre, j'avais lu ce qu'écrivait Jean-Pascal Beaufray, qui a une tête bien faite, et lui qui est pas engagé. C'est un serviteur de l'État, et il avait fait un calcul qui se rapprochait des 55 milliards. Je pense que le Premier ministre, s'il en a parlé, il l'a pas sorti son chapeau comme ça. La question est, que met-on dans ce calcul? Aujourd'hui, j'en sais rien. Moi, je suis très intéressé par le rapport de la Cour des comptes. Est-ce que le Cour des comptes met tous les éléments? Par exemple, ce que la ville de Paris va mettre en supplément pour ses retraités? Est-ce que... J'en sais rien. Mais Philippe a raison, un devoir de vérité, qu'on y voit enfin clair dans ce débat, et puis surtout qu'on arrête de nous parler de la retraite en France. Il y a des systèmes différents, et il y a deux grands systèmes pour les salariés, le privé, le public et le parapublic, et c'est pas du tout la même chose. Loïc Lefebvre-Prigent, le patron. Je suis relativement sceptique sur le chiffre qui sort de la Cour des comptes. Je pense qu'il ne prend pas en considération pas mal de choses, justement, comme le dit Joseph, parce que les sujets sont différents, le public, le parapublic et le privé, et je pense qu'ils ont dû se mêler et s'emmêler les pinceaux dans le dispositif. Depuis 20 ans, je plaide, moi, pour une retraite par capitalisation. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut que l'ensemble du public, et surtout les retraités, soit en osmose avec ce qui se passe dans la production de richesse et dans la prospérité ou non de la nation, et que ceci n'a jamais été présenté correctement à la population. Or aujourd'hui, on est à 1,5 actifs pour un retraité. Demain, on sera encore moins, parce que, alors monsieur Benoît Hamon, si vous vous rappelez de lui, avait dit on va faire payer les robots pour remplacer les cotisations sociales des salariés qui ont perdu leur emploi. C'est ça, qui est effectivement une façon de limiter les robots, mais pas forcément de limiter les pertes. Donc je pense que avant d'y voir clair, il faut se dire que ce système qui n'inclut pas la capitalisation est un système qui est fini. C'est-à-dire que dans tous les pays du monde maintenant... Je vais être très bref pour laisser notre invité, mais je suis pour la répartition, je vous dirai pourquoi, mais férocement pour la répartition. 50 nuances de retraite.
Monsieur le député Arthur Delaporte, faites le juge de paix, comme le disait Loïc Le Floch-Prigent. Alors l'un est pour la capitalisation, l'autre par la répartition. Notre pour les deux. député a Pour les deux, bien sûr. Non, il a dodelinés quand vous avez parlé. Donc, allez-y. 1,2, bientôt 1,2 cotisants pour un retraité. Est-ce que le système est encore viable tel qu'il est? En tout cas, la Cour des comptes, dans une analyse qui est quand même très détaillée et que j'invite chaque citoyen à aller consulter, parce que c'est un travail sérieux et contrairement à ce qui vient d'être dit à l'instant, elle tord le coup notamment à la piste de Jean-Pascal Beaufret. Je vais juste vous lire, elle évoque notamment une étude qui dit que si on compare les retraites des agents du public et des agents du privé, toutes choses égales par ailleurs, en neutralisant les différences d'assiettes de cotisation, les écarts démographiques, les disparités de périmètre de cotisation de prestations, avec cette méthode, le régime des fonctionnaires civils et militaires avait un taux de cotisation quasi identique au régime général. Voilà, ça c'est ce que dit le rapport de la Cour des comptes. Donc en gros, il dit il n'y a pas de sujet, il n'y a pas notamment ce fameux trou de 55 milliards, il n'existe pas. Et globalement, ce que dit également le rapport de compte, c'est que notre système de retraite est dans l'ensemble équilibré. Il était même excédentaire jusqu'en 2023. Il est légèrement déficitaire. Et globalement, si on regarde à moyen terme et à long terme, eh bien en fait, la situation s'améliore. Le plus dur, ça va être la période 2040-2050, où on va avoir un déficit en gros annuel qui sera compris entre 0,8 et 1 point de PIB supplémentaire. Mais c'est quelque chose qui est relativement soutenable, de l'ordre de 15 milliards d'euros. Et donc finalement, 15 milliards d'euros, ça peut paraître énorme dit comme ça, mais par rapport au budget d'État, par rapport au PIB, c'est pas insoutenable. Et c'est ce que dit la Cour des comptes. Donc en fait, le système en soi n'est pas menacé. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est assez rassurant. Et d'autre part, la Cour des comptes ne dit pas ce qu'il faut faire. Elle dit même qu'il n'appartient pas à la Cour des comptes de formuler des propositions détaillées pour déterminer les conditions de cet équilibre. Donc ça veut dire que c'est à nous de nous positionner, de faire des propositions, mais elle n'a pas ici dit ce qu'il fallait faire. Et donc c'est l'intérêt aujourd'hui des discussions sociales qui vont s'ouvrir que de dire comment est-ce qu'on arrive à avoir un système de retraite équilibré, mais aussi un système de retraite qui est plus juste. Parce que ce que dit la Cour des comptes, c'est que notre système, il est profondément injuste, et en particulier pour les femmes qui ont des pensions de retraite qui sont inférieures en moyenne de 38% à celles des hommes, et même si on intègre les pensions de reversion, qui sont inférieures de 26% à celles des hommes. Donc voilà, il y a un vrai sujet d'inégalité, et c'est sur ça qu'on doit travailler, c'est comment est-ce qu'on arrive à corriger ces inégalités et pas du tout comment est-ce que on refonde le système de retraite. Et donc j'ai quelques pistes, moi, que je peux vous mettre sur la table de financement, mais qui sont pas du tout dans le rapport de la Cour des comptes pour se dire comment est-ce qu'on va arriver à corriger les inégalités persistantes du système de retraite. Là, il y a quand même 40 milliards d'écart donc, entre les deux propositions. Monsieur le député, à partir du moment où on part d'un constat chiffré qui peut apparaître indiscutable, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un consensus de la droite et de la gauche à partir de données incontestables, ou est-ce que forcément il y a deux politiques possibles ? Alors là, pour le coup, les données de la Cour des comptes, elles sont extrêmement solides. Je mets à défi quiconque d'aller dire que le rapport n'est pas sérieux. C'est du travail sérieux. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir de ça ? Je veux dire, ça va dans le sens de ce qui était dit jusque-là. Je veux dire, il y a un système qui est légèrement déficitaire, mais surtout, où est-ce qu'on va récupérer l'argent ? Il faut savoir qu'il y a des exonérations de cotisations massives. Il faut savoir aussi que si, par exemple, on revalorise un peu moins les retraites, par exemple, d'1 point, ça peut rapporter 3 à 4 milliards. Voilà, donc il y a des leviers, soit sur le niveau des retraites. Moi, je suis pas sûr que ça soit là qu'il faille aller chercher, en particulier sur les petites retraites. Après, sur les retraités les plus riches, là, il y a peut-être des choses à faire. Mais surtout, la question, c'est quelles sont les exonérations de cotisation ? Quel est le taux d'emploi des seniors ? Parce que là, ça rapporte beaucoup, en fait, d'avoir des seniors qui travaillent plus. Et puis, troisièmement, c'est la question du travail des femmes. Parce que plus les femmes travaillent, plus elles cotisent, et moins le système de retraite est par ailleurs déficitaire. Et moins elles ont des pensions qui sont faibles. 0826 300 300 avec Hervé qui est avec nous. Bonsoir Hervé. Rebonsoir. Bonsoir. Bonsoir. À tout le monde, bien sûr. De ce que j'entends, de ce que je comprends et de ce que je voudrais dire. Je ne suis pas un spécialiste, mais lorsqu'on a besoin d'argent, on va le chercher d'une manière ou d'une autre. Alors, quel est le véritable chiffre de déficit selon la Cour des comptes ? C'est quelque chose qui appartient aux gens qui en ont la compétence, mais
chaque participant à la retraite a le moyen par capitalisation, et je rejoins tout à l'heure l'idée, de pouvoir volontairement mettre en place un système de retraite complémentaire. Mais c'est pas les gens qui gagnent le moins qui vont faire ça, mais les gens qui ont quand même un salaire qui leur permettent de le faire. Ça serait déjà une source, pour moi, de recherche de finances. Et ensuite, je crois que dans beaucoup de pays, il y a des modèles que l'on pourrait regarder avec insistance et peut-être se dire, tiens, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est mieux, ça a bien réussi, là c'est trop complexe, on aura du mal à l'intégrer. Mais déjà aussi, le mot de la parité me paraît normal. À la carte, peut-être. Ce qu'on peut dire, c'est que pour les salariés du privé, le système de retraite complémentaire, il existe. Il est géré par les partenaires sociaux. Il n'a pas une dette, pas un emprunt, il n'en a jamais eu. Il a 80 milliards de réserves. C'est la gère Carco. Comme quoi, quand les partenaires sociaux, on leur laisse les mains libres, ils gèrent plus intelligemment que l'État. Donc le déficit, il n'est pas là. On ne nous a pas parlé depuis le départ du cœur du système, c'est la natalité. Que ce soit par répartition ou par capitalisation, un pays qui ne fait pas d'enfants ne pourra pas payer ses retraites. C'est la base. Et ensuite, on ne peut pas parler des retraites sans parler évidemment de l'âge de départ, de la durée de cotisation et du montant de la pension. Si on ne prend pas les trois facteurs, on fait n'importe quoi. Sinon, moi, je peux vous promettre la retraite à 50 ans, mais si je vous dis il faut que vous travaillez pendant 45 ans, vous allez avoir du mal à la reprendre. Et alors, je n'ai pas lu le rapport de la Cour des comptes. Ouais. J'avais lu ce qu'a fait Jean-Pascal Beaufray, qui est assez convaincant. Mais on va voir. Mais est-ce que la Cour des comptes part, par exemple, de nos amis de la SNCF, qui, après la loi sur les retraites qui a été votée, on nous a dit ils vont rejoindre un peu comme tous les autres. Accord au sein de la SNCF, je rappelle que la SNCF, le patron à 100%, c'est l'État, qui permet notamment aux contrôleurs de faire un système de cessation d'activité progressive, c'est-à-dire que 36 mois avant la retraite, ils disent « moi je prends ». Pendant 18 mois, on va leur dire « vous travaillez, vous êtes payé à 100%, ce qui me paraît un peu normal, quand je travaille, je suis payé, et pendant 18 mois, vous n'allez pas travailler et être payé à 75%. Ça, c'est payé par l'ensemble des contribuables, parce que c'est l'État qui finance le déficit des retraites de la SNCF. Je trouve ça très choquant, voire immoral, de nous dire on essaye que tout le monde rejoigne. Alors, je veux bien qu'il y ait des différences. Par exemple, un militaire, on ne va pas le faire travailler aussi longtemps sur le terrain que... Surtout, il y a des unités, les forces spéciales, etc. Qu'un syndicaliste XY. Mais il y a aussi une malhonnêteté là-dessus. Et on a des systèmes vraiment très, très différents. Et le gros du déficit, il n'est pas dans le privé. Il est dans le public ou le parapublic. Quelquefois, ça justifie. Et quelquefois, c'est totalement injustifié. Le député de la Porte est très scolaire puisqu'il lève le doigt pour intervenir. Merci d'être si bien élevé. Non, mais c'est juste ce qui n'est pas le cas d'ici. J'évite d'interrompre et comme je suis pas en plateau, c'est un peu plus compliqué. Allez-y. Mais il y a deux sujets qui sont posés. Le premier, c'est celui de la retraite par capitalisation, que vous avez posé. Et moi, je ne pense pas que ce soit une perspective réaliste en France. Et par ailleurs, on l'a vu lorsqu'il y a une crise financière, c'est extrêmement risqué. Lorsque vous avez des fonds de pension qui se créent, en fait, vous êtes soumis aux aléas de l'économie. Et aujourd'hui, on est dans un système qui est relativement solide et qui fonctionne parce que justement, on est à l'instant T sur de la répartition. Et si on bascule sur la capitalisation, on peut rajouter des inégalités parce que ceux qui capitaliseront seront les plus riches. Et deuxièmement, on rajoute de l'aléa. Après, sur le deuxième sujet que vous posez, c'est sur la question de est-ce qu'il y a vraiment des privilégiés ? Moi, je vais vous dire, je suis allé visiter, par exemple, le Technicentre SNCF de Caen. Aujourd'hui, en fait, la SNCF, vous pensez les contrôleurs, c'est déjà des gens qui font du travail de nuit, qui découchent, qui ont des rythmes usants, et on sait très bien que le travail de nuit, c'est du travail qui est facteur de surmortalité précoce. Donc, il faut aussi reconnaître que contrôler des trains, c'est aussi découcher, pas voir ses enfants, etc. Enfin, je veux dire, c'est quand même des facteurs de pénibilité. Et deuxièmement, quand vous travaillez dans un technicentre, en fait, vous vous retrouvez sous des rames, à réparer des trains pareils, vous êtes au 3 à 8, c'est extrêmement physique, c'est des régimes qui sont pas, c'est pas des métiers faciles. Voilà, donc faut aussi arrêter de jeter l'opprobre. Et ces travailleurs-là ont
malgré tout et malgré ce que vous venez de dire, 2 ans de plus à faire. Et je vous mets au défi d'aller voir combien sont encore en capacité d'être sous les roues des rames à l'âge de 60 ans, alors qu'il y a des enjeux de sécurité des transports et qu'on leur demande toujours plus, et que dès qu'il y a un train qui arrive en retard ou qu'il n'y a pas de rame, on leur reproche. Enfin, je veux dire, dès qu'il y a un train qui roule pas, c'est 1000 personnes qui sont en galère ou plus. Voilà, donc aujourd'hui, moi, je rends hommage à ces travailleurs qui font fonctionner le réseau. Voilà, il faut reconnaître que les réformes qui ont été menées par Emmanuel Macron ne vont pas dans le sens de la reconnaissance accrue de la pénibilité, et ça, c'est l'un des enjeux de financement. Voilà, donc la Cour des comptes, elle dit il y a des enjeux de financement, elle ne parle pas de capitalisation, etc., mais elle dit juste qu'on peut regarder sur comment on arrive à maintenir ce régime à l'équilibre. Soit on travaille au niveau de l'allongement de la durée de cotisation. Ça peut rapporter, si on travaille, par exemple, 1 an de plus, de l'ordre de 7 milliards. Mais si on augmente aussi le niveau de cotisation, ça rapporte, pareil, entre 5 et 7 milliards. Donc si vous augmentez d'1 point niveau de cotisation, vous rapportez autant que si vous durez plus longtemps. Donc peut-être qu'à un moment, on peut demander aux gens s'ils préfèrent cotiser 1 point de plus ou s'ils préfèrent travailler 1 an de plus. Parce que le choix, il se fait aussi à ce niveau-là, au niveau du montant de la cotisation, et pas simplement au niveau de vous allez toujours travailler plus pour gagner moins. Ce qui me dérange dans votre discours, permettez-moi de vous le dire, monsieur le député, c'est qu'on prend toujours, quand on donne un exemple, l'exemple le plus difficile. C'est-à-dire qu'à la CNCF, il n'y a pas que des emplois qui sont des emplois pénibles. Et à chaque fois, c'est toujours celui qui est le plus difficile. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord arrêter d'avoir ce genre de discours et de dire qu'il y a d'autres métiers? Dites-moi les emplois qui sont faciles et qui sont dans le régime spécial, parce que les guichetiers SNCF, ils ne sont pas dans le régime spécial. Non, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Est-ce qu'on ne peut pas trouver dans cette façon de faire, ou en bref, de dire que certains métiers méritent des cas spécifiques et les autres moins? C'est-à-dire la pénibilité. Exactement. Jugeons la pénibilité, mais ne jugeons pas la SNCF en entier par la pénibilité. Il n'y a pas que ça. Le problème de la pénibilité, c'est la même qu'on soit dans le privé et dans le public. Et là, c'est les critères à mettre. Quel que soit le métier, c'est pas le statut qui le fait, c'est quel que soit le métier réellement exercé, Bien sûr. La pénibilité. Je ne vois pas pourquoi un syndicaliste de la SNCF, alors que je reconnais que les syndicalistes ont toujours la parole, mais de temps en temps, il faut écouter les patrons. Allez-y. Alors, petit 1, ce qui est important dans la capitalisation, c'est que éventuellement, si jamais on fait la capitalisation, on est lié à la prospérité ou non de la nation. Et par conséquent, que les retraités se rendent compte que à un moment, la nation est en train de chuter, est en déclin ou pas, je pense que c'est pédagogique et que ça a un sens. Donc la capitalisation a un sens profond de cohérence à l'intérieur d'un pays. Deuxième chose, sur la pénibilité, c'est comme ça qu'on s'est planté sur toutes les réformes précédentes. C'est-à-dire que à chaque fois, on ressort la pénibilité de l'employé SNCF, que je connais un peu parce que j'étais pendant la SNCF. On sort à chaque fois, et pendant le même temps, on essaie de dire mais les employés qui font de bureaux, qui ont un métier, ils font du burn-out, et alors ils font, etc. Et donc la pénibilité conduit sans arrêt à une dérive par rapport au sujet de base. Donc j'aime mieux qu'on se dise, voilà quels sont les métiers à pénibilité, qu'on se mette d'accord sur ces métiers, et sur quoi je sais ce qu'est un conducteur et ce qu'est... mais faisons attention à ne pas mêler l'administratif de la SNCF à ce combat qui est un combat qui n'est pas le bon. Très rapidement, pourquoi je suis pas pour ce système-là? Parce que le système par répartition, c'est la reconnaissance que nous sommes des héritiers et que le travail des générations précédentes, c'est celui qui nous permet de vivre et qu'on doit transmettre aux générations suivantes. Justement, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Non, alors que les fonds de pension, c'est une démarche totalement individuelle. Moi, je suis solidaire des générations futures, des générations qui nous ont fait. Je suis en désaccord total. Au contraire, la solidarité s'exprime par la prospérité à la nation. Et si la nation est prospère, eh bien, le plus grand fonds de pension suédois, on ne les arrête plus. Il vient de perdre 1,2 milliard. Il vient de perdre 1,2 milliard. Et c'est un fonds de pension parce qu'il a investi dans des banques américaines qui ont fait faillite. Voilà, et ben vous me les avez fini par se faire engueuler. Merci beaucoup, Arthur de la Porte. Ce n'est pas parce que les gens font des bêtises. S'il vous plaît.
Allez. Merci beaucoup à monsieur le député de la Porte qui n'a pas battu en retraite face aux vraies voix. Et juste un petit mot, monsieur le député, pour ceux comme moi qui ont fait des matinales pendant près de 15 ans, qui se sont levés à 3h du matin. Et nous aussi, on vit cette pénibilité et on sait de quoi vous parlez. Merci beaucoup au député du Calvados, secrétaire national du PS au travail et à l'emploi et porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous calmer tous les deux dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est vrai que moi, ça fait des années maintenant que j'écoute Sud Radio et à chaque fois, c'est un plaisir de retrouver vos émissions du matin, de l'après-midi, du soir. C'est top. Sud Radio, parlons vrai.